Maintenant, parlons un peu des zones monétaires et en particulier de la zone euro. Donc, une zone monétaire, en gros, c'est une zone, c'est un endroit géographique qui est utilisé, où est utilisée la même devise. OK? Alors, une chose est importante à comprendre, c'est que lorsqu'on a une monnaie, on a une banque centrale et donc une politique monétaire. C'est la même politique monétaire pour toutes les régions. Donc, supposons que vous avez une région comme ça, avec la même monnaie. Et vous avez des États différents, donc des régions différentes. OK? Et cette région-ci est frappée par un choc négatif. OK? Mais le reste de la zone va très bien. Si vous avez la même devise, eux autres, là, ils ne seront pas aidés par une dépréciation, n'est-ce pas? Et donc, il faudrait qu'il arrive quelque chose dans la zone pour aider cette région-là à se relever. Donc, il y a des éléments structurels d'une économie qui peuvent être mis en place pour comme rééquilibrer les choses un peu naturellement. Parce que si le reste de la zone roule plein régime, mais que cette zone-là va mal, la politique monétaire ne sera pas expansionniste, n'est-ce pas? Elle ne va pas aider cette zone-là particulièrement. Là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'eux, ils n'auront pas une politique monétaire qui va les aider, ils n'auront pas une devise qui va nécessairement se déprécier pour aider leurs exportations nettes, par exemple. Et donc, ils vont rester un peu dans leur merde, si on veut. Et donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte qu'eux peuvent se relever. Un de ceux-là, c'est que le gouvernement fédéral qui chapeaute tout ça peut émettre des obligations fédérales et financer des programmes de relance spécifiques à cette région-là. Donc, ça, c'est possible s'il y a des obligations fédérales centralisées, n'est-ce pas, ce qui n'existe pas dans la zone euro. Ça peut exister s'il y a un gouvernement fédéral qui taxe l'ensemble de la zone. Comme ça, l'effort peut être comme supporté par l'ensemble de la zone, ce qui n'existe pas dans la zone euro. Ça peut être mieux réparti aussi l'effort de financement des chômeurs, par exemple ici. Si on répartit le risque de chômage sur tout le monde, on prend des petites ponctions sur tous les travailleurs. Ça, c'est lorsqu'il y a un système d'assurance chômage pour l'ensemble de la zone. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui peuvent être mis en place qui vont aider. Les paiements de péréquation entre les régions, par exemple, du Canada, là, ça aide un peu à ça. Donc, ça va temporiser un petit peu les fluctuations parce que le gouvernement fédéral taxe l'ensemble de la zone et peut aider des régions spécifiques. Tandis que quand vous avez des fiscalités complètement indépendantes, comme en Europe, donc la taxation, tout ça est complètement indépendant, il y a moins de coordination à ce niveau-là. Okay? Et donc, il y a des éléments clés qui font qu'une zone monétaire fonctionne mieux. Si les chômeurs peuvent aller facilement travailler ailleurs, les chômeurs d'ici peuvent facilement aller travailler ailleurs, c'est une autre chose qui est bonne. Un marché relativement flexible, marché du travail relativement flexible. Si le système bancaire est très intégré, les mêmes banques ont des succursales partout sur l'ensemble du territoire. L'épargne d'ici peut, via la même banque, aller financer ici les manques de liquidité, par exemple, ici. Okay? Donc, il y a toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que les chocs asymétriques vont être mieux absorbés dans une zone monétaire fonctionnelle. Par contre, il y a des éléments, par exemple, de la zone euro, qui sont fascinants. Et la zone euro, c'est surtout fascinant pour la convergence financière qu'on y a vue. Donc, au fur et à mesure que les pays se sont intégrés de plus en plus, avant, ils avaient chacun leur devise, n'est-ce pas? Et ils ont instauré un système de panier fixe, de système de change fixe basé sur un panier de devises qui était lourd en Deutschmark, donc en devise allemande. Lorsque, en 1989-90, l'Allemagne, donc l'URSS a pris fin, le mur de Berlin est tombé, l'Allemagne s'est lancée dans un gros programme de upgrade là, de l'Allemagne de l'Est, donc grosse dépense, et ça a fait apprécier le mark allemand, ça mettait des pressions à l'appréciation sur le mark allemand. Il y avait un peu des pressions inflationnistes, donc la Bundesbank, la Banque centrale d'Allemagne, s'est mise à resserrer sa politique monétaire. Mais les autres, parce que le panier était lourd en marque, ils devaient suivre pour éviter que leurs devises sortent en dehors des taux de change fixes permis, ou disons, il y avait une certaine bande, là, mais c'était assez fixe. Donc, les autres ont dû resserrer aussi, mais il n'y avait pas la stimulation fiscale qui allait avec, que l'Allemagne avait. Et donc, les autres ont eu des pressions
monstre. Il y a eu des récessions à cause du resserrement monétaire forcé. Et ça a fait que l'Italie est sortie de la zone, dans ce moment-là, qui était le système monétaire européen, donc un ensemble de change fixe entre les devises, et la Grande-Bretagne aussi. L'Italie est ultimement revenue. La Grande-Bretagne est restée en dehors pour différentes raisons institutionnelles. Et on a observé par la suite des convergences, mais même depuis longtemps, là, des convergences. Donc, l'écart entre les taux allemands, donc les taux allemands, le rendement allemand, okay, le rendement d'Allemagne et le rendement des autres, l'écart entre les deux était très grand dans les années 80 et 90 même, et surtout 80. Et au fur et à mesure que la date d'instauration de l'euro approchait, les rendements ont rapproché. Pourquoi? Mais parce que l'inflation a convergé vers le même chiffre. L'inflation anticipée aussi parce que ça allait devenir la même devise et donc la même politique monétaire, donc la même banque centrale, donc le même taux d'inflation partout. Ensuite, le risque de change a diminué, le θ, le risque de change a diminué parce qu'entre les pays, il y avait à avoir la même devise, donc plus de risque de change. Et même le risque de défaut, donc encore une fois dans le θ, le risque de défaut parce que l'Allemagne était considérée un peu derrière l'ensemble de la zone et l'Allemagne ayant une bonne cote de crédit là, en général, ben, ça s'est répercuté sur l'ensemble des cotes de crédit de tous les pays qui allaient se joindre à la zone euro. Et donc, tous les taux d'inflation, les anticipations inflationnistes et les rendements sur obligations fédérales à 10 ans ont tous convergé vers, lorsqu'on approchait de l'an 2000, ça convergeait vers 4 %. Pourquoi? Parce que R étoile plus PIA à ce moment-là, donc là, ça a changé, mais c'était à peu près 2 plus 2. Et donc, ça donnait à peu près 4. 2 plus 2, c'est égal à 4. Mais... Donc, ça, c'était à peu près 2. Et ça, c'était à peu près 2. Donc, ça donnait un taux neutre moyen d'à peu près 4 %. Et tous les taux ont convergé plus ou moins vers 4 % entre tous les pays de la future zone euro. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a eu convergence des rendements partout au niveau financier. Par contre, évidemment, il y a eu des problèmes d'ajustement face à des chocs. La zone euro a difficulté parce qu'elle ne peut pas, ou disons, c'est plus difficile pour la Banque centrale européenne d'intervenir dans des pays spécifiques qui sont en besoin spécifique à cause du cadre législatif de l'ensemble de la zone euro et de la Banque centrale européenne. Et donc, il y a des éléments qui font en sorte qu'une zone monétaire sont plus fonctionnelles. Donc, il y en a plus, par exemple, aux États-Unis et au Canada aussi, de ces éléments-là qu'en Europe en général. Okay? Donc, tout ce qui favorise l'harmonisation, la flexibilité, tout ça va aider beaucoup. Et les interventions directes là, par la Banque centrale aussi, ça aide beaucoup. Mais l'Europe a une fiscalité complètement indépendante par pays, n'a pas d'eurobond, a des langues différentes. Donc, juste là, ça empêche un peu le travail de circuler librement. Et il y a plusieurs éléments là, qui font que c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a un petit peu moins de capacité à absorber les chocs en Europe que, par exemple, aux États-Unis, à cause de ça. Mais il y a des éléments qui sont favorables. Évidemment, la zone euro, l'harmonisation, c'est bénéfique, ça augmente le volume de commerce, tout ça. Mais voilà. Donc, ça, c'est les zones monétaires là, en très court. Et évidemment, face à une zone monétaire, lorsque tout le monde a la même devise, la seule façon, donc le taux de change réel, c'est E, P étoile sur P, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de taux de change, donc si on oublie le taux de change entre les pays, c'est le même, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de devise entre les pays, tout le monde a l'euro en Europe. Et donc, la seule façon de déprécier sa devise, c'est d'avoir une déflation. Et ça déprécie de façon réelle la devise, c'est-à-dire le panier domestique devient moins cher que le panier étranger, on devient plus concurrentiel, donc on exporte plus de tourisme, par exemple, etc. Mais ça, c'est très pénible et long, la déflation prolongée pendant des années et des années. Et donc, c'est pour ça que des fois, les chocs dans les pays qui ont plus de difficultés, là, ben, ça génère des longs processus d'ajustement à cause des éléments de rigidité spécifiques à certaines zones monétaires, dont la zone euro est affligée là, à certains niveaux. Okay?
Donc voilà pour les zones monétaires et l'adoption d'une même monnaie. Et évidemment, vous allez quand même avoir des différentiels un petit peu de taux d'inflation à l'intérieur d'une zone monétaire. Vous pouvez avoir des endroits où, je ne sais pas, moi, ici, il y a 1 % d'inflation, puis ici, il y a 3 % d'inflation. Ça se peut, là, ça, là, je ne sais pas, là. Ça se peut, là. Donc, ça, c'est conjoncturel et spécifique, donc c'est régional. Mais si tout le monde a la même banque centrale, vous ne verrez pas 100 % d'inflation là et 2 % d'inflation là. Ça va être les mêmes ordres de grandeur en général. Il va y avoir des différentiels un petit peu d'inflation entre les régions, mais ça ne sera pas complètement déconnecté en ordre de grandeur. Okay? Pourquoi? Parce que c'est la même monnaie, donc la même banque centrale. Donc, il devrait y avoir en moyenne, grosso modo, le même ordre de grandeur d'inflation dans toutes les régions, même si les régions spécifiques vont avoir des petits différentiels d'inflation dus à des éléments plus conjoncturels que d'autres choses.